On s'intéresse maintenant au dosage d'un acide faible. La réaction reste la même, AH plus HO- qui donne A- plus H2O, avec une constante qui doit être plus grande que 1, ce qui fait que si les pKa envisagés sont proches de 14, ça va pas être terrible. Donc là, ça va pas être notre cas si on prend par exemple de l'acide éthanoïque avec un pKa de l'ordre de 4,8, ça va nous donner une constante à 10 puissance 9,2 qui est très grande. La réaction est effectivement instantanée. Si on trace la courbe du pH en fonction de V, eh bien, on va avoir des petites différences avec le cas de l'acide fort. Notamment, on va avoir une incurvation au départ. La fin ressemble beaucoup à la courbe précédente. Et si on utilise par exemple la méthode des tangentes ou la méthode de la dérivée numérique, qu'importe, on va obtenir un pH à l'équivalent qui est plus grand que 7. Quelques explications. Quand on est à l'équivalence, ça veut dire qu'on a introduit AH et HO- dans les proportions stoichiométriques, ce qui fait qu'à la fin, il n'y en a quasiment plus. Ainsi, l'espèce majoritaire en solution est celle qui a été fabriquée, à savoir A-. Il risque d'y avoir également des contre-ions spectateurs, donc on s'en fiche, et puis l'eau est toujours présente de manière ultra majoritaire, bien entendu. Si bien que dans l'état E, donc à l'équivalence, la solution équivalente à la fin est essentiellement constituée d'une solution de base faible. Ainsi, il est tout à fait logique que le pH obtenu soit un pH basique. Voici pour effectivement les petites différences. Comment expliquer l'incurvation au départ ici? C'est assez simple parce que n'oubliez pas qu'en réalité, un acide faible, quand on l'a mis dans l'eau, il s'est légèrement dissocié. Ce qui fait qu'en se dissociant, il a apporté un tout petit peu d'H3O+ en solution. Dès que vous allez mettre 1 ou 2 gouttes de soude, eh bien, vous allez directement doser ces H3O+ là, ce qui fait que dans les faits, si je reprends la courbe du dosage d'un acide fort par une base forte, eh bien, on peut dire la chose suivante, cette courbe-là, c'est en fait celle-ci, très rapidement. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance et de toute façon, ça ne changera rien au dosage parce que les H3+ de départ, de toute façon, sont minoritaires en regard des H. Mais c'est à noter parce que ça nous permet effectivement de dire, tiens, je dose un acide faible. Bien, on a notre volume équivalence, voilà, je ne vais pas redétailler ce qu'on en fait, j'ai déjà dit à multiples reprises. Chose particulièrement intéressante, c'est le point à la demi-équivalence. Si on regarde effectivement ceci, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a introduit une quantité de soude qui nous a permis de doser seulement la moitié des HO-, la moitié des AH initialement en solution. Ce qui veut dire qu'on a fabriqué des A- à la concentration telle que ça correspond aux AH initiales divisé par 2. Au facteur de dilution près, ceci dit, parce que comme on rajoute du volume, on a une petite dilution, donc le AH0 en question n'est pas tout à fait le même que le CA de départ. Toutefois, le fait d'avoir rajouté de l'eau au départ atténue ce facteur de dilution. Donc, c'est pas très gênant. Ainsi, par conservation de la quantité A, ici, les AH de départ se sont répartis en A- et en AH restant. On obtient donc le AH restant qui correspond également au AH0 divisé par 2. Donc, égalité entre les deux quantités. Ainsi, si on applique la formule de Henderson, on aboutit immédiatement au fait que le pH à la demi-équivalence est égal au pKa. Ainsi, par lecture graphique, on obtient ainsi le pKa. On a ainsi le deuxième objectif du dosage qui est parfois envisagé,
à savoir celui qui consiste à déterminer ou à valider des constantes thermodynamiques que l'on peut trouver dans les tables. Donc notamment ici, ça permet de déterminer le pKa. Si jamais on n'avait pas identifié AH, eh bien grâce à la détermination du pKa, eh bien il suffit d'aller dans les tables, et puis si je trouve 4,8, je me dis tiens, il est fort probable que j'ai trouvé du CH3COH dans ma solution. Bon, ça c'est sur le papier, parce que dans les faits, les défauts d'étalonnage des pH mètres font qu'on a une forte incertitude sur la détermination de cette grandeur. Et donc, bon, c'est pas extraordinaire en fait, hein, comme méthode. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, c'est très très plat au niveau de cette zone. Donc, si je rajoute de la soude, eh bien, je me rends compte que le pH évolue peu, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle ici une zone tampon. Et notamment, l'application de cela, c'est que pour fabriquer des solutions tampons, on mélange effectivement un acide et sa base conjuguée en proportion telle que ceci soit respecté. Et ainsi, on obtient une solution tampon, une solution à pH fixé, le pKa du couple, et pour laquelle, si je rajoute un peu de volume de quoi que ce soit un volume de soude, ou on pourrait le dire la chose suivante, un volume d'acide, donc ça revient à minimiser le volume de soude, le pH il évolue relativement peu en fait. Donc application à la détermination des solutions tampons.